Rose crosses over the fadeaway. Take a step back and kiss myself. MVP time. Oh, does anybody know how to post videos to Facebook? Oh my goodness, www.myface.com. Bonjour à tous, bonjour à toutes, une nouvelle fois ravi de vous retrouver pour votre rendez-vous dominical l'écho des parquets en association avec basket-info.com, le site. Alors aujourd'hui on espère que vous allez bien. Nous on est à une semaine de la fin de la saison régulière. Et pour ça aujourd'hui on va faire un petit point complet sur les awards, parce que vous avez été nombreux à le demander. Un point complet sur les awards qui vont être décernés par la NBA, donc à savoir le MVP, le meilleur coach, le 6e homme, la meilleure progression, donc le MIP, le meilleur défenseur, et puis on parlera aussi même des All NBA First Team, et peut-être même en second team, c'est pas sûr, mais peut-être qu'on fera un petit point là-dessus, on verra. On va retrouver aussi également aujourd'hui la question des auditeurs, donc auxquels nous essaierons de répondre de la manière la plus objective possible, on va dire. Mais bon, puisque seul, j'arriverai jamais, que je ne serai jamais assez bon pour vous parler de tout ça, je vais vous présenter ma Dream Team du jour, que tout d'abord Nicolas de Basket Info. Salut, ça va Nico? Ça va, ouais. Super. Et Guillaume, donc également sur Basket Info. Ça va Guillaume? Bah ouais, ça va super, il y avait le March Madness hier, le Final Four, je sais pas si vous avez vu. Oui, alors tiens, tu nous en parleras, mais peut-être dans longtemps. D'accord. D'accord, ça te dérange pas? Non mais franchement, il y avait une grosse ambiance, c'était gros match, ça fait plaisir quand même. Bon bah tu nous feras un point complet, tu nous feras un petit article sur Basket Info, d'accord? Ouais. Ça marche. C'est gentil. Donc non, tout de suite avant de parler donc des awards, on va commencer par la question des auditeurs. Mais avant ça, je voudrais vous remercier parce que vous avez été nombreux à écouter la semaine dernière donc l'interview de Benjamin Chevillon, notre All-Star des Chicago Bulls, notre deuxième All-Star. Et du coup, on a eu beaucoup d'échos positifs. Ça nous encourage grandement à réitérer l'expérience. Et puis pour ce qui est de Benjamin, on vous donnera des petites news dans les prochains numéros. Puis on lui fait une petite dédicace aujourd'hui, voilà. Donc tout de suite, on va se retrouver pour la question des auditeurs. Si vous êtes prêts les gars? Bah ouais, toujours. Hein. Et c'est parti, jingle. Et c'est parti tout de suite avec la question des auditeurs. Donc aujourd'hui, on va commencer par David. David qui nous pose une question sur John Wall. Alors les gars, j'espère que vous avez révisé John Wall. John Wall est meilleur depuis le All-Star Break. Va-t-il devenir un vrai franchise player? Alors la question, elle est assez coriace quand même parce que là on attaque du lourd. Et je crois que je vais donner la parole à Nico. Tu vas nous dire ce que tu penses de John Wall? Oui, alors la question, est-ce que John Wall est un franchise player ou pas, est un peu plus compliquée que ça. Parce que la notion de franchise player c'est quand même quelque chose de particulier. C'est vraiment un joueur qui, à lui tout seul, porte une équipe et l'a fait aller très loin dans le classement. En l'occurrence, actuellement, John Wall est clairement le leader de Washington, clairement le meilleur joueur de son équipe et le serait même dans la bonne moitié des équipes NBA. La bonne moitié qui n'est pas en playoff peut-être. Ouais, on pourra dire ça. Bon, après, on pourra toujours discuter. Je veux dire, tu le mets, peut-être si tu le mets à Denver, c'est possible qu'il soit le meilleur joueur de Denver aussi, hein. Ouais. Donc c'est très relatif. Alors après, donc il est effectivement ce joueur-là, un All-Star en puissance, clairement. Après, est-ce qu'il est un franchise player? Là, je pense qu'il faudra attendre un petit peu, notamment le voir dans un contexte un peu plus guerrier que celui de cette année, parce que vu que les Wizards sont partis très 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 mal, ils ont rapidement rien eu à jouer pendant l'année. Donc, il faudra vraiment les voir dans un contexte beaucoup plus compétitif, en espérant que ce soit le cas l'année prochaine. Et d'ailleurs, je voudrais rebondir juste sur ce que tu as dit. Tu as dit un All-Star en puissance. Que John Wall, c'est un All-Star pour toi? Alors, je sais pas s'il sera sélectionné parce qu'il y a du monde quand même sur son poste, hein. Mais ouais, il sera clairement dans la discussion. Je le vois avec le niveau qu'il a actuellement. Je le vois meilleur que Jrue Holiday, qui a été justement All-Star cette année. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est par rapport à la concurrence à l'Est. Je trouve pas qu'il moi je trouve pas qu'il y en a énormément aussi. Jrue Holiday, peut-être peut-être Brandon Jennings, mais je parle des joueurs valides là. Il faut pas oublier que Rondo et Derrick Rose seront de retour la saison prochaine quand même. Donc ça fera deux places. Non mais alors là je parlais du niveau actuel là. Est-ce que tu vois un autre joueur
Il y a Kyrie Irving. Voilà. On rentre dans le détail. La Vas-y. différence, c'est que Kyrie Irving, pour moi, il est meilleur que John Wall, mais pour l'instant, avec son équipe qu'il a, il perd, alors que John Wall gagne beaucoup de matchs. C'est là que c'est la différence pour l'instant entre les deux. Mais effectivement, il y a une vraie lutte entre les deux, je pense. Oui, les Wizards qui présentent un bilan positif depuis l'All-Star Break, on rappelle. 13 victoires, 10 défaites. Enfin, c'était il y a peut-être 1 ou 2 jours, mais voilà, c'est bilan positif depuis l'All-Star Break. Guillaume, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, sur John Wall? Ouais, moi je me méfie de cette notion de franchise player en fait, qui vraiment, je pense qu'on l'utilise un peu trop souvent. Des vrais franchise players au terme où on l'entend et au terme où Nico l'a défini, c'est-à-dire un mec qui peut porter la franchise à lui tout seul presque. Je pense qu'il n'y en a pas tant que ça dans la ligue. Bon, il y a LeBron James, il y a Kevin Durant, il y en a des comme ça, il y a Carmelo Anthony, mais il n'y en a pas tant que ça. Et beaucoup d'équipes essayent de trouver ce franchise player. Je sais pas si John Wall pourra le faire, pour la simple et bonne raison que il faut rappeler que être un franchise player en étant meneur de jeu, c'est quand même aussi assez difficile. Pour y arriver, il faut être quand même un vrai général sur le terrain à la manière de Chris Paul. Franchement, je sais pas. On verra, mais s'il arrive l'an prochain à continuer à garder ce niveau et surtout à faire gagner cette équipe, c'est ce qu'on lui reprochait en fait ces dernières années, d'afficher des belles stats, mais pas de faire gagner l'équipe. S'il continue comme ça sur une saison complète, puisque là il était blessé, franchement, je dis pourquoi pas. Ouais, je pense que ça va surtout dépendre du résultat des Wizards, hein. Je pense qu'effectivement, s'il y a un côté vraiment, s'il y a vraiment une évolution positive en termes de victoire-défaite, effectivement, peut-être qu'on pourra prendre un petit peu plus John Wall au sérieux. Donc, pour répondre à David, effectivement, depuis le All-Star Break, les Wizards vont mieux. John Wall, depuis son retour, va mieux. On a l'impression qu'il a pris un petit peu de plomb dans la tête. Donc, effectivement, franchise player, pourquoi pas pour l'année prochaine. Effectivement. Bon, vous êtes d'accord avec ça, les gars? On passe à la question suivante. Ouais, vas-y. Non, simplement, ça soulève aussi une question peut-être un peu plus, un peu plus importante, préoccupante pour les Wizards, celle d'offrir ou non un contrat maximum à John Wall, puisqu'il aura dès cet été l'opportunité de signer au maximum, de prolonger au maximum. Donc c'est aussi un problème qui mériterait une bonne réflexion. Je sais pas si on a le temps de le faire là. Est-ce que actuellement John Wall vaut un contrat maximum? Moi, je pense pas. Nicolas? C'est pas, la question c'est pas ce qu'il le vaut. Dans son niveau de jeu, effectivement, il le vaut pas. Mais à part LeBron James et peut-être Kevin Durant, qui vaut un contrat maximum? Le truc, c'est sa valeur sur le marché. Est-ce que Washington pourra se permettre de négocier un contrat à la baisse avec John Wall dans l'état de forme dans lequel il est actuellement et avec toutes les victoires qu'il a engrangées par quasiment sa seule présence? Je pense pas que Washington va se poser 10 000 fois la question et qu'ils vont assurer leurs joueurs et lui offrir s'il le demande. Alors moi, je pense ça peut faire intervenir une autre question. Est-ce que le lockout a servi à quelque chose? Voilà. Ça, c'est encore plus. Non, mais voilà, bon, je pense qu'on rentre dans le débat, mais John Wall là actuellement ne vaut pas un contrat maximum. S'il veut un contrat maximum, dans 3 ans, s'il a porté son équipe en demi-finale ou en finale de conférence, on pourra en reparler. Et puis ce qui peut se passer, c'est que donc il est juste dans sa 3e année, je crois, du contrat. Donc, premier choix. De 5 ans. Premier choix en 2010. C'est ça. Donc Washington peut encore temporiser avant de lui offrir ce contrat maximum. Ils peuvent donc là, il sera encore sous contrat l'an prochain. Ils peuvent même le prolonger la saison d'encore après. Ils peuvent temporiser, je dirais, pour voir si justement si la prochaine saison et la saison d'après, il affiche un niveau méritant ce salaire. Mais je pense que de toute façon, il l'aura parce que Washington ne peut pas se permettre de le perdre. Bon, on est quand même d'accord pour dire qu'un contrat maximum dès cet été, c'est beaucoup. C'est beaucoup, oui, mais après, est-ce que Washington prendra le risque de mécontenter sa star, en fait? Ça aussi, hein. Ouais, bon. La comparaison que je fais, c'est cette année, les rookies qui ont obtenu un contrat maximum, c'était Blake Griffin et James Harden. Donc, est-ce qu'ils rentrent dans cette catégorie? À voir. On peut poser un bémol sur le contrat maximum parce qu'il faut vraiment réaliser qu'un contrat maximum c'est vraiment énorme. Il y a très peu de joueurs qui le valent quand même. Donc là on rentre dans un autre débat. Bon, John Wall, non, voilà, pour te répondre David, John Wall ne vaudra sûrement pas un contrat maximum cet été. Voilà. Mais il l'aura quand même. Mais il l'aura quand même. Mais il l'aura quand même. On est d'accord. Si tu es fan des Wizards, rassure-toi. Donc faut penser que faut arrêter de penser que les joueurs touchent ce qu'ils valent en fait. Bah, c'est pas ça. Il y a un marché concurrentiel. Il y a forcément des surenchères, donc forcément on surpaye les bons joueurs et parfois même dans tous les cas. Hein, donc c'est assez normal finalement. Faut pas trop non plus jeter la pierre à Washington s'il leur offre un contrat maximum. Joe Johnson, Rashard Lewis, si vous nous entendez, dédicace. Ensuite,
Pierre nous pose la question. Alors là, tout autre sujet. Jeff Green va-t-il prendre la place de Paul Pierce? Bon, ça c'est un peu, voilà, c'est du tranché. Ben, je vais vous laisser répondre en fait. Guillaume, vas-y. Ouais, moi, mon cheval de bataille cette année, ça a été De ne pas regarder Boston. Non, au contraire. Non, tu sais que j'aime bien Boston, et mon cheval de bataille, ça a été de voir Jeff Green titulaire et de le voir justement prendre un rôle plus grand en attaque. Toi, tu es partisan de ceux qui disent qu'il faut laisser Jeff Green titulaire en poste 4 avec Kevin Garnett dans la raquette, c'est ça? Ah oui, carrément, je l'ai toujours dit. Je pense que la raquette Jeff Green qui tourne un peu dans le périmètre, hein, c'est postes 3, 4 pas très bien définis, mais qui capable de beaucoup de choses. Je pense qu'il peut vraiment être très très bon dans ce rôle-là. Dans le périmètre, donc en pénétration, jeu au poste haut, comme on l'a déjà vu, il distribue pas mal le jeu. Et l'autre complément, Kevin Garnett, un point d'ancrage dans la raquette. Je pense que ça peut très très bien marcher. Et surtout, Brandon Bass mérite peut-être pas non plus d'être titulaire. Je sais pas ce que t'en penses, Nico, sans aller dire qu'il va remplacer ni Garnett ni Paul Pierce, mais clairement pour Boston, même à court terme, il faut miser plus sur Jeff Green, je pense. Alors disons que là, c'est que le niveau de jeu de Jeff Green est assez impressionnant, donc on peut pas contredire cette idée-là. Après, moi, je faisais partie de ceux qui cet été ont trouvé que le contrat que Boston offert à Jeff Green, on rappelle 40 millions de dollars. Ouais, donc 10 millions l'année, je pensais sur que c'était vraiment pas une bonne idée. Là, après, c'est vrai qu'actuellement, Jeff Green est sur un nuage. Personnellement, je suis pas convaincu qu'il tienne ce rythme longtemps, notamment parce que je pense qu'il profite un peu du contexte des blessures autour de lui. Aussi du fait que finalement on l'avait un peu oublié, puis il est moins attendu qu'avant. Enfin, il est pas si attendu que ça. Donc je pense que les défenses aussi vont prendre la mesure un peu du joueur qu'il est et qui va retrouver un niveau de jeu beaucoup plus limité que ce qu'il montre maintenant. Ouais, mais après, quand même, parce que cette année, à chaque fois qu'il a eu sa chance, et à chaque fois notamment que Kevin Garnett était mis au repos ou sur blessure, à chaque fois il a réussi à saisir sa chance. Tu disais élément de surprise, oui, d'accord, mais quand même, rien que le match contre le Heat où il plante 43 points, je crois, je pense qu'au bout d'un quart temps, quand il commençait à prendre feu, l'effet de surprise, il y était plus. Miami savait qu'ils devaient essayer de le calmer, et ils n'y sont pas arrivés. Même LeBron James n'y est pas arrivé, alors que c'est sans doute un des meilleurs défenseurs qu'on ait vu en NBA. Donc, je suis pas d'accord. Je pense vraiment qu'on va enfin le voir décoller, puisqu'il a été quand même, depuis le début de sa carrière, il a été cantonné à un rôle de lieutenant au mieux, ou de remplaçant à Boston. Je pense qu'on peut le voir exploser. Moi, je suis un peu perplexe sur cette question. Après, s'il me donne tort, il me donnera tort, hein, tant mieux pour lui. Mais j'ai un peu du mal à avoir confiance en ce joueur. Après, effectivement, en ce moment, on est absolument obligé de le mettre en titulaire et de prévoir l'avenir de Boston avec lui. Mais comme je dis, je suis pas convaincu qu'il tienne ce niveau aussi longtemps. Après, s'il me fait démentir, et puis Antoine, je pense que tu seras d'accord avec moi. Boston ne peut pas se permettre de se priver de Jeff Green en ce moment. Non, mais moi, vous savez, je n'ai pas d'avis. Hein. Je ne dirai jamais que je suis pour Boston. Je suis complètement objectif. Non, mais si Boston, non, ils sont obligés et s'ils ne l'avaient pas là en ce moment, ce serait perte et fracas là tout de suite. Je pense que déjà avec cette série de défaites, en l'absence de Paul Pierce et Kevin Garnett, on a donné les clés à Jeff Green. Ça n'a pas été non plus faramineux les résultats. Hein. Ah bah quand même, lui il a fait des très très bonnes. Lui il a fait des très bonnes stats, mais attention, on parle. Là, mais parce que l'équipe ne suit pas derrière, et parce que sans Kevin Garnett, t'as absolument personne pour tenir la baraque en défense. Mais c'est vraiment pas à Jeff Green qu'il faut incomber cette série de défaites. Oui, mais d'accord. Alors là, ce serait pas Boston, on serait dans le cas de figure d'une équipe de bas de classement, de quel joueur on dirait ah oui lui il est très bon, mais dans une équipe de merde. Voilà. Excusez-moi de le dire. Je comprends ce que tu veux dire, mais non, mais oui, d'accord. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais peut-être pas, parce que tu donnes Jeff Green aux Bobcats, ils sont super heureux. Non, très concrètement, je pense que Jeff Green, c'est effectivement une pierre angulaire de l'avenir des Celtics. Après, de là à dire qu'il peut remplacer Paul Pierce, alors et physiquement et dans l'esprit au long des prochaines années, je suis pas encore sûr. Paul Pierce, c'est quand même, c'est un élément des Celtics qui a été vraiment un des plus représentatifs de toutes ces dernières années chez les Celtics. Donc Jeff Green, Paul Pierce, je pense qu'il faut pas comparer ce qui est pas comparable. Non, oui, s'il remplace physiquement, ce sera parce que Paul Pierce aura commencé à sentir le poids des âges sur lui. Voilà. C'est tout, pas du tout par rapport à une histoire de talent. C'est déjà le cas. Et puis pour finir, je dirais juste que si Boston est Boston en ce moment,
Et si Boston a pu faire autant d'exploits en playoff, c'est parce que à un moment donné, Doc Rivers a donné plus d'importance à Rajon Rondo, qui peut-être à l'époque n'en méritait pas, mais ça a été un pari risqué mais gagnant. Et je pense qu'avec Jeff Green, ça peut être la même chose. D'accord. Bon bah écoute, on va répondre à Pierre. Jeff Green va-t-il prendre la place de Paul Pierce? Si je synthétise, à l'avenir, il va falloir compter sur lui à Boston. Après, remplacer mentalement Paul Pierce dans les responsabilités, tout ça, ça va être un peu plus compliqué. Faut déjà le voir à l'œuvre quelque temps, et après on pourra juger. C'est ça, la synthèse de tout ça. Oui, et puis de toute façon, je pense que pour l'instant, il demande pas à être la nouvelle légende des Celtics. Il veut juste jouer à Jeff Green. Oui, bah déjà, oui, je pense que déjà le fait qu'il soit retitulaire dans le 5 de l'équipe, je pense que déjà ça va lui redonner un petit coup de boost, je pense. Je pense aussi. Ok, très bien. Bon bah Pierre, voilà ta réponse. Jonathan, je ne sais pas, nous demande. Ah oui, alors ça c'est pas mal. Au moment où Rick Adelman fête ses 1000 victoires, d'accord, donc à Minnesota, un mot sur les Wolves, vont-ils franchir un cap l'année prochaine? Alors là, justement, donc parlons-en. C'est-à-dire que Minnesota actuellement a une très bonne équipe, un très bon effectif, n'est-ce pas? Kirilenko, Rubio, Ridnour, Love, Pekovic, tout ça, c'est parfait. Seulement cette saison, ça a été calamiteux en cause les blessures. Donc l'année prochaine, on imagine que bien sûr tout ce petit monde sera de retour. Est-ce que l'année prochaine, il va falloir enfin compter sur les Wolves? Le problème, c'est que ça fait quand même 2 ans qu'ils enchaînent les blessures dans tous les cas. C'est ce que j'allais dire, ouais. Alors allez-y, Guillaume, Nico, Nico, vas-y. Ouais, cette année c'est caricatural au niveau des blessures, mais déjà l'année dernière c'était ils ont très rarement joué avec l'équipe au complet, que ce soit Pekovic, Love ou Rubio. Il y a toujours eu un moment où un de ceux-là était pas là. Du coup, on connaît pas cette équipe. On sait pas ce qu'elle peut donner à son maximum. On sait pas si si on sait un peu ce que la base maintenant avec tout le monde sauf Love. On voit que c'est plutôt sympa. Il y a du vrai jeu. Ça manque encore un peu de défense, mais je veux dire, c'est pas non plus horrible. Il y a un vrai jeu d'attaque. Il y a des vrais joueurs pour scorer. Il manque peut-être un peu un franchise player, mais ça, bon, ça reste les vols, on va pas demander la lune tout de suite. Mais on sait pas ce que peut donner cette équipe avec, en plus, Kevin Love. On sait pas s'il peut s'insérer dedans, s'il peut retrouver un niveau de jeu de pseudo franchise player qu'il avait avant, tout sans recouvrir de son talent, entre guillemets, les autres joueurs. Ça reste une grosse interrogation. Ce sera peut-être une question qu'il va falloir se poser l'année prochaine et qu'on pourra voir en direct la réponse. Ouais, je pense aussi que faut se rappeler qu'en début de saison, beaucoup de monde était très enthousiaste à propos de Minnesota. Et à juste titre. Oui, d'ailleurs. parce qu'il y avait des bons joueurs, mais peut-être que ça a été un peu trop accentué du fait que le recrutement, tu sais, ça a été très glamour avec Kirilenko de retour de Russie et surtout Brandon Roy qui revenait. Ça, on a fait beaucoup de bruit à propos de ça, alors que finalement, sportivement, il y avait presque aucune chance que ça marche ce pari. Comme dit Nico, ça fait 2 ans qu'on dit cette année c'est la bonne. Ça fait 2 ans que c'est soit Rubio, soit Love qui manque à l'appel. Ouais, c'est ça qui fait presque une saison blanche au final. Je sais pas parce que tu sais la conférence Ouest, il commence à y avoir des beaux morceaux et c'est surtout des jeunes skips. Mais si tu regardes, je suis d'accord avec toi. En début de saison, tu dis tout le monde était enthousiaste, mais en même temps à juste titre, puisque le début de saison des Wolves, ils étaient quand même 6e. Oui, ils étaient dans la course au playoff. Ouais, 5e, 6e, on était dans une course au playoff, on avait un bilan positif à plus 6 ou 7 victoires, c'était quand même pas mal. Sans les blessures, on imagine peut-être que cette équipe aurait pu continuer sur cette série, non? Oui, c'est vrai. Mais du coup, ça, comme tu l'as dit aussi, Nico, ça soulève le problème. Kevin Love est-il un franchise player ou est-ce que le sauveur, ça va être Ricky Rubio? Oui, puis après, faut tenir aussi compte de quelque chose, c'est que Pekovic, il est en fin de contrat cet été. Donc, il a annoncé qu'il resterait. Je serais pas étonné de le voir rester. Mais on sait jamais, hein. Donc, déjà, faut voir est-ce qu'ils vont réussir à garder leur équipe en l'état. Après, il y a le gros potentiel de tout le monde. Rubio, franchise player, je sais pas, mais il est déjà très très fort. Mais il a aussi une énorme marge de progression, ne serait-ce qu'au niveau du scoring. Hein. Oui, et puis la qualité de ses shoots et la sélection. Ouais, pouvait avoir un petit peu un pourcentage un peu plus raisonnable. Là, ça changerait beaucoup de choses pour cette équipe qui est vraiment effectivement très très intéressante. Il y a aussi Derrick Williams qui commence à mettre le nez à la fenêtre. Oui, mais pourquoi il met le nez à la fenêtre? Parce qu'il n'y a pas Kevin Love. On est d'accord, mais ça c'est une autre histoire. Mais au pire des cas, il fera toujours une bonne monnaie d'échange pour, je sais pas, un autre beau joueur. Donc il y a plein de possibilités pour cette équipe. C'est pour ça que c'est un peu excitant aussi, hein. Parce que c'est vrai qu'entre le potentiel des joueurs et puis le potentiel de
de modulation de l'effectif, il y a plein de belles choses à faire. Après oui, je suis d'accord, mais comme je te disais tout à l'heure là, en dessous des cadors, donc tu vas avoir San Antonio, Oklahoma, bref, les cadors. En dessous, t'as quand même les outsiders, c'est quand même toutes des jeunes équipes. Et il va falloir que Minnesota, pour se faire une place en playoff, va falloir aller battre, enfin, ou en tout cas être au moins aussi compétitif que Houston, qui est une très très bonne équipe et très très jeune. Golden State, t'as Denver, j'en oublie, mais il y a quand même, comment dire, sur l'avenir, il va falloir se battre assez sérieusement, je pense. Bah, niveau jeunesse, tu m'excuseras, mais Ricky Rubio, Derrick Williams, Nikola Pekovic, Kevin Oui, Love. je te dis pas l'inverse, mais je te dis que il va falloir compter sur les autres également pendant longtemps. Oui, mais c'est ce qu'on peut penser de Minnesota. On peut penser aussi qu'on pourrait compter sur eux pour longtemps aussi. C'est vrai aussi, oui. Donc, si, moi, pour répondre à Jonathan, moi, je dirais que, honnêtement, les Wolves, si effectif au complet il y a l'année prochaine, honnêtement, je pense qu'il faudra compter sur eux pour la 5e ou 6e place. Un peu du style les Warriors cette année, quoi. Oui, ou Denver, oui, c'est Ou ça. Denver, enfin, bon, on a un cap entre les deux quand même, mais je pense que cette équipe au complet, ouais, elle peut faire très très mal. Et puis, Au minimum, elle aura une vraie carte à jouer. Ouais, et puis faut pas oublier quand même les gars qui aiment Michael G la balle. Non, mais un petit mot sur lui, un petit mot sur lui quand même, sur qui avait fait un bon petit retour à Minnesota, puis qui se mue un petit peu là ces derniers temps. Ouais, bah il avait été utilisé un peu pour boucher les trous, puis il avait bien fait, hein, il a fait un bon boulot. Ouais, il avait très très bien commencé. Assez pour avoir grâce aux yeux de son entraîneur quand les autres sont revenus, Budinger, tout ça. Bon, c'est un peu dommage, mais peut-être aussi, ça joue aussi la jeunesse aussi, hein. On peut penser ça. On peut penser que malgré tout, Djellabal a quelques matchs où il était un peu trop discret. D'ailleurs, on lui a un peu reproché, hein. Oui, c'est toujours ce petit côté. Mais même sur le premier match, on l'a ressenti un petit peu quand même. Il est revenu, mais toujours un petit peu pas à l'écart, mais un petit peu sur le côté, quoi. Je reste discret, je reste derrière. Ce qui est important peut-être, c'est qu'il s'est refait un an en NBA et que peut-être pour l'été prochain, il pourra envisager d'être signé par quelqu'un. Peut-être, exactement. C'est peut-être il y a un but aussi là-dedans, peut-être. Bon, après, si c'est pour la Sacramento, hein, qui retourne en Europe, hein. Bah, il ira à Seattle. Je crois que ça sera mieux. D'ailleurs, s'il y avait des propositions comme ça cet été, un petit mot là-dessus vite fait, s'il y avait des petites propositions comme ça cet été entre Sacramento, etc., est-ce que vous lui conseilleriez de revenir en Liga ou en Russie ou... Et le mieux qu'il puisse avoir, c'est Sacramento, je pense, oui, parce que il y a des équipes où on peut y aller, puis surtout avec son profil de joueur très très collectif et très intégré dans un système d'équipe, aller dans une équipe très mal en point, qui a du mal à développer du jeu comme Sacramento et même peut-être les Bobcats ou Phoenix. J'ai vraiment du mal à le voir lui s'éclater et du coup il s'enterrait plus qu'autre chose. Bon, bah, tout ça pour dire qu'un MVP de Pro A finit à cirer le banc chez les Wolves, c'est dommage. Enfin bon, bref, la petite séquence émotion de la journée. Cédric, pour finir, nous demande, les gars, bah alors c'est simple, Utah ou Lakers? Ça c'est un long débat, on l'a eu déjà un petit peu. Je pense que pour San Antonio ou KC, il vaudrait mieux Utah. Ouais. Et toi, Nico, qu'est-ce que tu penses, Utah, Lakers? Je pense que les Lakers vont se qualifier. Oui. Parce qu'il faut dire que déjà moi, Utah à la base, dès le début de l'année, je les voyais même pas se battre pour la 8e place. D'ailleurs, c'est très bien. Ils ont quand même réussi une bonne année là. Mais clairement, d'ailleurs, Deron Williams peut peut-être se poser des questions sur son impact parce que finalement, sans lui, avec à la place des joueurs que personne ne veut vraiment comme Mo Williams, Randy Foy ou Mark Williams. Mais c'est vrai que c'est un peu... S'il te plaît, Nico, ne rigole pas. Non, mais c'est vrai que c'est un petit peu le cimetière des éléphants à Utah parce que Mo Williams, Randy Foy, plus personne n'en voulait. En attendant, ils font le job là à Utah. Randy Foy est en train de pulvériser le record de la franchise au niveau des 3 points. Mo Williams commence à driver un petit peu l'équipe. On a Gordon Hayward aussi, le rookie là. Rookie ou sophomore, pardon, excusez-moi. Comme tu dis, c'est une bonne équipe de revanchards, on peut dire presque, qui joue bien ensemble. Mais le problème, c'est que justement, comparé aux autres, je vois pas une très grosse marge de progression. Bah, ça dépend. Avec la free agency cet été, et puis il faut tout le monde part a priori. Hein. Il y a plus personne de l'équipe qui est resté. Ouais, c'est pour ça aussi, ouais. Peut-être que cette saison aussi, on peut tirer notre chapeau à Tyron Corbin aussi, qui a quand même géré l'équipe en tant que coach d'une très très bonne manière. Il a su adapter quand même chaque joueur à chaque poste, enfin vraiment d'une très 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 belle manière. Après moi le bémol que je lui mettrais, c'est peut-être d'insister sur Paul Millsap et Al Jefferson alors que t'as un mec comme Derek Favors sur le banc. Moi j'aimerais peut-être
le voir un peu plus jouer, carrément titulaire même, tu vois. Mais à la fois, il y a beaucoup de départs. Vous me dites qu'il y a beaucoup de départs cet été, mais à la fois, derrière Millsap et Jefferson, il y a quand même Canter et Favors. Oui, c'est tout. Après, il n'y a plus rien. Non, mais on est d'accord, mais est-ce que pour prendre la relève, c'est quelque chose qui peut être intéressant? Complète. Oui, Canter, comme je te dis, il y a pas de marge de progression, j'ai l'impression, quoi. Oui, pardon. Ne vous battez pas. Non, c'est vrai que la paire Favors Canter a l'air très très prometteuse et complémentaire en plus. C'est l'air d'être des joueurs qui ne cessent de progresser, de montrer des choses, au moins sur le terrain. Donc effectivement, c'est pas une sale base. C'est même assez intéressant. Après, ça reste des jeunes et ça sera jamais aussi propre que des vétérans. Mais c'est une bonne base. Après, il y aura tout à reconstruire. Hein. Et puis, pour revenir un peu sur la surprise qu'est Utah cette année, les mauvaises langues diront que peut-être que tout ce monde-là a joué plutôt bien ensemble, parce qu'ils commencent un peu à se dire, on est dans notre dernière année de contrat, si on veut avoir un bon contrat l'année prochaine, on a intérêt à être bon. Donc voilà pour la motivation. Ça c'est pour les mauvaises langues, ça c'est le. Et puis soyons clairs, si Los Angeles, les Lakers font la saison qu'ils sont censés faire, Utah n'est peut-être pas en playoff, quoi. Ouais, mais bon, en attendant, ils l'ont pas faite. Mais par contre, exactement. Moi sur les Lakers là, le retour de Pau Gasol et Kobe Bryant, le duo infernal, je pense que justement avec ce duo là, les Lakers vont finir en flèche et vont subtiliser cette 8e place. Donc on rappelle le bilan là, à l'heure actuelle aujourd'hui, donc dimanche 7 avril, Lakers 40 victoires 36 défaites et Utah 40 victoires 37 défaites. Ce soir, les Lakers jouent, je crois, les Clippers. Ouais. Et Utah joue joue ce soir ou joue demain, je ne sais plus. Bon, le calendrier reste quand même favorable apparemment aux Lakers pour la fin d'année. Donc bon. Et puis la dynamique aussi. Voilà. Donc pour Cédric, mais la dynamique est pas mauvaise du côté du Jazz. Hein. Non, mais elle est pas mauvaise, mais comparée aux Lakers qui reviennent bien avec un Pau Gasol qui 5 victoires 4 victoires en 5 matchs, c'est vrai que c'est pas mal. Ouais, c'est donc Cédric, pour te répondre, Utah, Lakers, je pense qu'on va tous miser sur les Lakers quand même. Hein. Moi, je mise sur les Lakers. Ouais. Rien que parce que j'ai envie de me marrer pendant les playoffs. Oui, enfin moi, je l'avais déjà dit la semaine dernière, je suis pas convaincu qu'ils arrivent vraiment à faire quelque chose en playoff, mais vraiment la forme qu'ils affichent cette dernière semaine, justement, je commence à changer d'avis. Bon, très bien. On note ça. Bon, on va se laisser là-dessus pour la question des auditeurs. Et puis on va revenir tout de suite pour les trophées. À tout de suite. Et c'est parti, le retour donc pour le gros focus sur les awards. Alors avec mes compères, mes amis, on va essayer de vous remettre objectivement notre pensée sur qui devrait avoir ces awards. Et on va commencer tout de suite. Je pense qu'on va commencer par le meilleur défenseur. Allez, par exemple, commençons par le meilleur défenseur. Donc en lice, qu'est-ce que vous allez me dire en lice? Vous allez me dire Guillaume, toi tu vas me dire Tyson Chandler, je pense. Nico, toi tu vas me dire Tony Allen, j'ai l'impression. J'ai l'impression aussi que je vais dire ça, ouais. Est-ce que je me trompe? Non, je pense que j'ai dit vos deux là. Ça. Qui on peut citer là d'ailleurs en défenseur? Alors la question mais le problème c'est qu'il a vraiment pas fait assez de matchs. C'est peut-être Avery Bradley qui a une grosse cote défensive pendant un moment donné, mais il a fait vraiment peu de matchs. Donc c'est assez compliqué de le mettre dedans. C'est même pas possible. Ouais, parce Avery Bradley en termes de défense pure sur l'homme, il est vraiment extraordinaire. Cette année, il a. Mais sur la durée, on n'a pas pu assez le voir, quoi. Donc c'est ennuyeux de lui donner un titre pour quelques matchs. C'est vrai, je suis assez d'accord. Qui on a d'ailleurs? On a Joachim Noah aussi qui peut tenir quelques votes là. Ouais, Joachim Noah. Larry Sanders, on pourrait dire aussi. Larry Sanders, qui est plutôt exposé par rapport au nombre de contres ahurissants qu'il fait, mais. On est d'accord, c'est plus de la statistique autre chose pour le moment, quoi. Ok. Dwight Howard, ancien triple ou double ou quadruple détenteur du titre, là il a pas sa place cette année. Déjà niveau blessure. Non, oui ça. Et puis vu que ce qui a fait chuter cette équipe qui comportait tout plein de MVP, de All-Star, tout ça, c'est notamment la défense. Donc on peut même pas lui décerner le moindre vote. Hein. Voilà. Donc Dwight Howard, là le règne est vraiment complètement achevé. Sur les deux plus exposés, Tyson Chandler, admettons, et Tony Allen par exemple. Alors, Guillaume, pourquoi Tyson Chandler? Tyson Chandler parce que c'est un peu comme Kevin Garnett aux Celtics, mais peut-être un peu mieux parce qu'il est un peu plus jeune. C'est-à-dire que sans lui, la défense de New York, c'est la raquette est ouverte, quoi. C'est qui veut venir se serre et vient marquer le panier, vient. Alors, non mais c'est vrai il y a une grosse différence quand il est là ou quand il est pas là. Et je te dis, c'est un peu pareil Boston et New York.
mais Tyson Chandler vraiment plus athlétique, plus mobile, plus... Tiens, d'ailleurs, juste te coupe une seconde. Même Kevin Garnett, d'ailleurs, pour obtenir quelques votes. Hein. Ouais. Oui, parce que, attention, la défense des Celtics sans Kevin Garnett, c'est pas la même chose quand même. Oui, c'est ce que je te dis, ouais. Dans ce sens, il peut vraiment... Voilà. On peut lui reconnaître ça, en tout cas. Okay. Bon, vas-y, continue sur Chandler. Ouais, non, Chandler, il y a pas tant de choses à dire, quoi. C'est vraiment un impact énorme, mais là où je pourrais rejoindre Nico ou même toi sur Tony Allen, c'est que je pense que c'est vraiment... Il a longtemps été un défenseur peut-être sous-estimé, et qu'il mériterait peut-être cette reconnaissance. Ouais, ce serait peut-être bien, cette reconnaissance pour lui. On est assez d'accord que ce serait pas mal que ce soit un extérieur qui soit récompensé pour une fois, parce que c'est souvent eux qui sont sur les meilleurs attaquants adverses. Hein. On a tendance à favoriser les intérieurs parce qu'ils ont un impact défensif plus global sur tout le match, mais en général, celui qui se tape le meilleur score adverse, c'est un extérieur. En l'occurrence, Tony Allen. Donc moi, je serais assez pour lui donner effectivement, sachant qu'il s'inscrit aussi dans une équipe assez forte défensivement aussi. Et on doit toujours récompenser la défense collective, et là je pense qu'on le ferait avec Tony Allen. Moi je suis assez d'accord là-dessus, et je pense que ce serait mérité pour un extérieur, effectivement, comme tu le dis. Et puis Tyson Chandler, pour moi, a manqué trop de matchs cette saison pour avoir vraiment l'impact nécessaire à New York. Oui, non, c'est ça. Et puis justement, cette année où il y a vraiment personne qui au-dessus du lot, c'est peut-être justement l'année à récompenser un Tony Allen. Voilà. Ce serait peut-être le moment. Très bien. Bon, donc sur le défenseur, je pense qu'on est plutôt d'accord. Le coach de l'année. Alors le coach de l'année en lice, on va avoir sûrement Greg Popovich. On va avoir Eric Spoelstra déjà, ça c'est sûr. Peut-être Scott Brooks. Et puis après des coachs qui ont plutôt bien géré leur saison avec les effectifs qu'ils avaient, style George Karl, style Mark Jackson, Frank Vogel pour les Pacers, Tom Thibodeau qui a su quand même composer avec une équipe vraiment bric-à-brac cette saison, où on a vu Nate Robinson souvent dans le rôle du franchise player. Donc juste à part, moi rien que pour ça, je donne à Tom Thibodeau, sans vouloir être vraiment lui passer la brosse. Je pense qu'il a fait un travail extraordinaire. Après, j'attends vos avis. C'est vrai qu'au niveau, résultat par rapport à ce qu'il avait sous la main, je pense que c'est vraiment c'est le meilleur cette année, Tom Thibodeau avec Chicago. Moi, mon petit favori, je pense que, j'en ai deux en fait. Ça serait peut-être Mark Jackson qui fait. Attends, ne me dis pas l'autre, Frank Vogel. tu vas parler mieux, s'il te plaît. Hein. Ouais. Non mais oui, désolé. Je trouve que Jackson fait vraiment un très gros boulot avec Indiana. Avec Golden State, pardon. Il y a vraiment un très gros fond de jeu, et la même chose à l'est, justement, avec Indiana, qui est quand même une équipe très très jeune, et qui, Frank Vogel, faut le rappeler, il était intérimaire à la base, hein, il arrive en cours de saison, et là il est vraiment installé comme un concurrent très solide pour l'award du coach de l'année. Donc je sais pas ce que t'en penses, Nico. Oui, c'est vrai que dans l'absolu, il fait partie de ceux qui le mériteraient. Après, je pense, alors c'est pas mon avis, mais je pense que celui qui l'aura, ce sera George Karl, parce que déjà il y a un petit côté Phoenix Revival, hein, avec ce jeu tout offensif, et puis des joueurs qui explosent dans un système un peu par rapport au système, donc des joueurs qui jouent un peu mieux que ce qu'ils sont, hein, on pense à Corey Brewer par exemple. Je pense que c'est lui qui va l'avoir aussi, c'est ça, parce qu'il y a un côté agréable à avoir joué cette équipe, en plus il y a un peu de défense, il y a vraiment un énorme capital sympathie pour cette équipe, et George Karl a aussi, je veux dire, ça fait plusieurs années qu'il le mérite, hein, je pense pas qu'il l'ait eu encore. Donc je pense que ça va être lui qui va l'avoir, lui le favori. Après... Le bémol que je mets sur George Karl pour enchaîner, je pense que comparé à, justement, je te disais, à Golden State, Indiana ou à d'autres équipes, le fond de jeu, vraiment tactiquement, c'est quand même un peu plus pauvre tactiquement. C'est-à-dire que il y a moins de système, c'est moins structuré, ça repose plus sur le physique, la contre-attaque, les fulgurances d'un bout à l'autre du terrain. Donc c'est peut-être là mon petit bémol sur George Karl. Alors déjà, se servir des qualités de son effectif, c'est plutôt un point positif que négatif. Oui, hein, quand on est d'accord. Critique et très volumineuse, il faut s'en servir. Après, Golden State, ça n'a pas été l'équipe que j'ai regardé le plus souvent, mais niveau stratégique et tactique, c'était pas non plus la folie des grandeurs. Hein. Si, je peux t'assurer que vraiment chaque possession presque c'était un système appelé. Ouais. Alors mais je veux bien qu'ils appellent un système à chaque fois. Hein. C'est pas ça mon propos. Ah non, mais même dans l'exécution, c'était non. Je sais pas, Antoine fait l'arbitre, je sais pas. Non. Bon, moi je pense que honnêtement,
Golden State a un peu foiré sa deuxième partie de saison, a trop foiré sa deuxième partie de saison pour que Mark Jackson puisse récupérer cet award. Après, pour George Karl, je suis vraiment de l'avis de Nico. Je pense que s'il y a vraiment un coach à part qui devrait gagner cette année, ce serait lui. Mais effectivement, pour Frank Vogel. Après, j'ai juste envie de te reprendre, Antoine. Tu m'as cité Scott Brooks. C'est une blague, c'est ça? Ouais, non, c'était une petite blague entre nous, les gars. D'accord, merci. Non, mais vous énervez pas. Non, sérieusement, pour revenir à Frank Vogel, effectivement, je trouve qu'il a fait un très très bon travail avec un effectif. C'est avec un effectif qui est pas reluisant à la base, mais qui se complète vraiment bien. Et il a su tirer parti de vraiment chacun de ses joueurs. Même Ian Miami, c'est vraiment très très bien défendu dans cette équipe. Et je trouve que un coach comme ça qui offre la possibilité à chacun de ses joueurs de se trouver, je pense que Paul George est pas devenu All-Star non plus par hasard. Donc effectivement, je pense que ça se jouerait entre Frank Vogel et George Karl, mais pour le bilan, je privilégierais plutôt George Karl. Et peut-être on peut en placer une tête pour Lionel Hollins, le coach de Memphis. Également, il est très constant dans ses performances et qui Ouais. fait plutôt Mais par rapport aux deux autres, il y a moins l'effet de surprise. On est d'accord. Voilà. Ouais, Mais il mérite quand même, il mérite vraiment d'être cité dedans, effectivement. Et puis je voudrais terminer sur cette award des coachs sur une petite note humoristique. Vinny Del Negro. Voilà. Effectivement, c'est la touche d'humour, c'est la touche style Bolin, on va dire. D'ailleurs, Vinny Del Negro, est-ce qu'il va partir un de ces jours? Pour moi, ça fait 2 ans qu'il devrait plus être là déjà, donc à un moment donné, il faudra prendre la décision. Hein. Est-ce que vous pensez que la décision est imminente? Allez, en cas de mauvais playoff, on peut s'imaginer que Non, mais je suis pas sûr parce que, enfin, d'ailleurs, c'est étonnant qu'on parle de virer ou pas un assistant. Hein. En général, on parle parce que donc là, Chris Paul fait quand même un bon boulot avec cette équipe. Mais ouais, l'assistant Vinny Del Negro est pas mal. Non, mais je pense qu'il faut garder Chris Paul et Chauncey Billups à la barre de cette équipe et virer Del Negro. Sérieusement, je pense que l'équipe arrive à bien tourner d'elle-même avec Chris Paul. Et comme tu dis, après si les playoffs sont vraiment catastrophiques, genre élimination au premier tour, là il faudra quand même surveiller ça de près. Même une élimination au deuxième tour. Hein. Éventuellement, ouais. Je suis pas sûr qu'il garderait la barre. Ça dépendra de la manière aussi. Si c'est si c'est un 4-3 contre OKC, effectivement, mais. Ouais. Ok, bon, très bien. Ensuite, on va passer à la meilleure progression, les gars. La meilleure progression pour vous, c'est laquelle? Moi, en début de saison, bon, j'avais misé, j'avais aussi l'envie de voir Kevin Séraphin. Bon, malheureusement, pas mal de comment. C'était assez régulier, quoi. Ouais, voilà, c'était régulier. Simplement sorti de la rotation. Et puis voilà, ça a été irrégulier, mais à la fois, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il est sorti quand même très rapidement de la rotation. Alors je ne sais pas trop pourquoi, parce que le travail de départ était quand même pas mal du tout. Mais on a aussi le fait que, bon, Néné Okafor dans la raquette, ça tient aussi pas mal à baraque, donc. Dernièrement, il a fait un gros match. Hein. Je veux dire, c'est assez variable. Hein. C'est assez compliqué pour lui parce que justement, il a un temps de jeu qui, d'un match à l'autre, il joue et il joue pas, quoi. Donc c'est assez compliqué. Ah, c'est ça. Donc quelle est votre meilleure progression selon vous? Le choix évident, c'est James Harden, je pense, parce que pour le coup, il entre vraiment dans cette catégorie. Il passe de 6e homme, d'ailleurs de meilleur 6e homme de l'année, à franchise player qui emmène Houston en playoff, alors que Houston en début de saison, on les voyait jouer le top pick. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez quand même. Il y a ce trade qui les sauve. Pour moi, c'est le candidat idéal. C'est lui qui va, à mon avis, qui va l'emporter. Mais il y a quand même des beaux candidats. Je pense par exemple, tu vas encore me crier dessus. Enfin, Paul George. Paul George, hein, qui fait un bon boulot avec Indiana. Non, mais si t'as des actions dans cette franchise, tu peux le dire. Hein. Il va se faire engager en fait. T'as des actions. T'es quoi? T'es minoritaire du club ou quoi? Non. Non. je reconnais une bonne équipe quand j'en vois une. Voilà. Oh là, qu'est-ce qu'il faut pas entendre aujourd'hui. Bon, non, plaisante bien sûr. Non, Paul George, je suis complètement d'accord avec toi. Alors plus même Paul George que James Harden encore. Mais bon, ça c'est mon choix moi. Nico, toi t'en penses quoi? Oui, alors c'est vrai que ce sont des choix tout à fait cohérents. Hein. J'aime bien aussi Jeff Teague, qui est un peu dans la manière d'un Paul George,
a vraiment haussé son niveau de jeu. D'accord, donc vous voulez vraiment me faire vomir cet après-midi ou c'est quoi le truc? Non, si on parle de progression, c'est qu'à la base, on part de joueurs qui sont pas terribles, hein, donc Non, d'accord. Okay, obligé, hein. Tu vois, j'aurais bien dit Dwight Howard en inversé, mais c'est compliqué, tu vois. Je crois que je vais avaler mon micro, mais bon. Non, moi début de saison, j'avais misé, je me souviens, sur Evan Turner, mais qui pareil, son problème c'est qu'il est vraiment trop irrégulier pour. Ça aurait pu, hein. Ça aurait pu. À un moment, il y a cru. C'est toujours la même chose. Il peut te claquer une performance comme récemment 25 points, 10 rebonds ou 7 passes, et le match d'après, il peut te faire 0 sur 4, 1 point et une passe décisive, quoi. Ouais, c'est vrai. Je suis assez d'accord. Et il y avait aussi, je sais pas ce que vous en pensez, vous allez me dire, Stephen Curry qui revient bien après ses blessures là. Ah ben j'étais sur lui justement. Ouais, c'est celui qui a peut-être avec Harden la plus grosse progression statistique. Ouais, et puis revenir à un tel niveau après des blessures comme il a eu, et d'ailleurs qui casse le moral aussi. Hein. Moi, je pense que c'est quand même assez exceptionnel de sa part. Et si ouais, devait rentrer dans mon classement, il serait dans le top 3, effectivement. Il y a des beaux candidats quand même. À part ça, est-ce que c'est pas un mal pour eux d'être MIP? C'est parce que je sais pas si vous vous rappelez. La malédiction. Ouais, la malédiction. Est-ce que vous savez ce que devient Aaron Brooks, ça, par exemple? Il est à Houston, il est retourné à Houston. Ouais, et à part ça, il est encore vivant ou... Il est parti de Houston en étant quasiment le meilleur joueur et il est revenu en étant le troisième meneur, c'est ça un truc comme ça, ouais. Non mais en fait c'est une fausse malédiction puisque on dit que après ça les joueurs n'arrivent plus à être aussi compétitifs qu'avant. Moi je vois ça à l'inverse, c'est-à-dire que c'est des joueurs plutôt moyens qui une année sont en sur-régime et qui du coup arrivent à prendre ce trophée comme Aaron Brooks comme tu disais en 2010 avec Houston. Et c'est pour ça que je pense que si James Harden gagne le trophée cette année, ça sera pas le cas parce que c'est un vrai franchise player. D'accord. Donc en fait, t'imagines que ce trophée, il est décerné plutôt qu'une la meilleure progression, ce serait plutôt celui qui est en meilleur sur régime cette année, quoi. Non, je dis pas ça. Je dis que vraiment on comment dire. Je sais pas ce que tu vas me dire, Nico, par rapport à ça, mais on récompense la meilleure progression évidemment. Mais quand tu vois sur un terme plus général, c'est pas forcément un mec qui est sur une dynamique de carrière croissante. C'est un mec qui plutôt un pic, voilà, on va dire. C'est ça, c'est que contextuellement, il y avait toutes les conditions étaient réunies pour que ce joueur sorte, une blessure ou un trou dans le poste ou une configuration de jeu aussi, qui fait en sorte que le joueur il explose. Hein. Il est à l'aise et efficace et du coup il fait une vraie belle saison. Sauf que la seconde année, ces conditions sont peut-être pas réunies et puis du coup il n'arrive pas à reproduire ce niveau d'excellence là. Donc c'est un peu ce que veut dire. Après bon, c'est vrai que c'est un cas assez régulier. Hein. On se souvient magnifiquement de Bobby Simmons, hein, qui est resté dans nos mémoires. Enfin la mienne en tout cas. C'est ce que j'allais dire. C'est comme ça, oui non. Ça, oui, parce que Bobby Simmons, je suis pas sûr que tout le monde. Il va falloir resituer un petit peu. À partir de maintenant, sa page Wikipédia va exploser. Et voilà. Alors après, il y a des contre-exemples, hein, effectivement. Alors je sais pas ce que vous pensez de Kevin Love, hein, pour l'année. Voilà, donc c'est ce que j'allais dire. Il y a beaucoup de joueurs qui après ce titre, alors ont changé d'équipe l'année suivante. Il y a Ryan Anderson par exemple cette année. Il y a, je crois, Aaron Brooks l'a fait. La période où Aaron Brooks il est tradé en fait en cours de saison. Oui, il est tradé. Non, mais je dis pas qu'ils ont changé d'équipe volontairement en signant ailleurs ou quoi. Ouais. Mais beaucoup de joueurs ont été dans une équipe différente après et ne retrouvent pas forcément les mêmes systèmes, ne retrouvent pas les mêmes, ne se sentent pas forcément plus à l'aise, voilà, etc. Et donc je pense que ça aussi, ça peut jouer sur parce que il y a un nombre assez important de joueurs qui sont terrés dans l'oubli en ayant le MIP, mais il y en a beaucoup qui ont changé de franchise. Et desquels voilà on peut dire peut-être qu'ils ne sont pas. C'est pour ça que je te dis que James Harden ça serait peut-être le choix le plus judicieux. D'accord. Dans le sens où dynamique de carrière croissante quoi voilà. Enfin, en fait, Guillaume, il veut protéger les joueurs. Il veut pas que ce MIP aille sur un joueur qui peut être bon, quoi. C'est ça. Il veut être sûr que le MIP, il reste dans l'histoire. Donc cette année, voilà. Et donc on essaiera de pas le donner à Paul George parce que voilà, faut que les Pacers continuent à gagner. Ça c'est petit, ça. Allez, va regarder Vinny Del Negro là. Il est pas un coach. On essaiera de le donner à Royce White un jour ou l'autre. Ça fait longtemps que je vous avais pas parlé de Royce White. Parlons-en. Non. Donc peut-il être MIP ou rookie de l'année, Royce White? Plutôt. Ouais. Non, trêve de plaisanterie. Donc bon, allez, on va dire que ça va se jouer entre James Harden et Paul George. Oui. Curry, il y en a. Il y en a un paquet, mais honnêtement, allez, on va miser une petite pièce. Moi, je mise aller sur Paul George. Allez. Stephen Curry. James Harden. Allez, bon, c'est fait. Ensuite, on va parler du 6e homme de l'année. Alors, bon, moi, le 6e homme de l'année, j'avais misé très très gros sur Jason Terry.
Donc, À l'époque, je t'avais dit que c'était une grosse erreur d'ailleurs. autant vous dire que je viens d'hypothéquer ma maison. Donc non, sérieusement, je vais vous laisser Je te parler. l'avais dit à l'époque en plus que c'était une erreur. Ouais, non, je vais vous laisser parler parce que moi, je Quel hypocrite, Guillaume. suis trop déprimé. Non, oui, avant de parler justement des candidats, il faut quand même rappeler que c'était les deux favoris, en tout cas pour beaucoup, Jeff Green et Jason Terry, mais qui n'ont pas répondu au niveau. Concernant les vrais candidats entre guillemets, pour moi, celui qui devrait l'être, je pense que c'est J.R. Smith, parce que comparé aux autres, enfin pas comparé aux autres, mais c'est celui vraiment qui a le plus gros impact sur son équipe, c'est-à-dire que c'est la deuxième option offensive de l'équipe. Il a répondu présent en tant que taulier à chaque fois. Dernière option défensive. Non, c'est pas vrai. Non, c'est. Première Mais option en soirée aussi. Allez, je vais pas pouvoir parler. Non, mais tu sais que, en plus, mais tu sais que je rigole parce que c'est vrai que tout à l'heure on a fait un petit débrief avant l'émission et franchement, J.R. Smith, mais je l'avais complètement oublié du rôle de sixième homme. Non, mais ouais, enfin moi je te dis ça parce que en plus du sportif, donc très bonne option offensive, il a été le taulier, il a répondu présent, il a eu quelques shoots au buzzer, il faut se rappeler. Vraiment, il y a un changement de mentalité aussi qui fait plaisir. Et justement, ça se voit en défense. Alors, je sais pas si t'as d'autres candidats, Nico, mais... Oui, déjà, moi, j'ai un petit problème avec ce titre de meilleur sixième homme quand ils sont décernés à des joueurs qui jouent plus de 30 minutes par match et que c'est pas justifié par une blessure. Parce que pour moi, un sixième homme, il doit être moins bon que le titulaire en place. Voilà, alors va pas trop vite, Nico, parce que je sais ce que t'as à dire là-dessus et je vais te donner la parole tout de suite. Donc, moi, je vais amener le sujet. Moi, j'avais vu Jeff Green. Et justement, Jeff Green ou Jason Terry, bon, j'étais aussi parti sur les deux. Jeff Green, tu m'as dit tout à l'heure, il peut pas être sixième homme puisqu'il a passé la moitié de la saison à vaciller entre titulaire et sixième homme. Et là, je vais te laisser développer ton idée là-dessus. Alors déjà, je te remercie de montrer au monde nos petites discussions internes et privées, hein. Ah oui, mais sur Jeff Green, hein. Excuse-moi. Non, en plus sérieusement, c'est vrai qu'on se posait la question de est-ce que Jeff Green peut être considéré comme un sixième homme. Alors d'un côté non, parce que quand il joue bien, c'est que vraiment avec les blessures il est titulaire, mais d'un autre côté on peut se dire que au départ dans l'effectif des Celtics, il est remplaçant, il est moins bon que Pierce ou Garnett que tout ça, et du coup c'est les blessures qui ont forcé un remplaçant à être titulaire, du coup à élever son niveau de jeu, et je pense que c'est vrai que ça peut se rapporter à la définition de sixième homme. Et puis moi je pense que, enfin, il y a pas de doute à propos là-dessus. Jeff Green en tant que remplaçant, c'est loin d'être un meilleur sixième homme de l'année. Et Jeff Green en tant que titulaire, c'est un autre niveau. Mais vraiment en tant que remplaçant, c'est pas du niveau de J.R. Smith, de Vince Carter. Oui, mais alors l'idée que voulait développer Nico, c'était à savoir que en tant que titulaire, il a été vraiment très 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 bon. Mais justement, il a été titulaire, donc du fait des blessures. Du coup, ce qui fait que on s'est reposé sur un sixième homme. Et là, c'est là que le sens sixième homme prend son sens, en fait, si tu veux. D'accord, mais ça n'a pas lieu d'être parce qu'il y a des quotas. Quand tu fais ce trophée, il faut que le joueur en question ait fait un certain match en sortie de banc. Bon, d'accord. Oui, t'as pas à t'énerver comme ça après les gens, d'accord? Allez, non, mais à ce moment-là, comme je disais, pour moi, un J.R. Smith qui effectivement, il commence pas le match titulaire, mais il a le deuxième plus gros temps de jeu ou troisième plus gros temps de jeu de l'équipe. Pour moi, c'est pas un sixième homme, c'est juste une stratégie de le faire rentrer en cours de match. Exactement comme James Harden l'année dernière au Thunder. Exactement. Alors donc c'est que après, moi, mon favori serait plutôt Jared Jack, qui lui pour le coup jouait exactement derrière Klay Thompson et Stephen Curry, donc il répond bien à ma définition d'un vrai sixième homme. Mais pour autant, il est un élément absolument essentiel de cette équipe. C'est vraiment le vrai meneur de jeu de cette équipe, Jared Jack. Je crois qu'il a un temps de jeu inférieur à celui du meneur derrière en face de lui, donc oui, non, d'accord, à quelques minutes près, d'accord, mais le vrai meneur de jeu, celui qui a la balle et qui fait les passes et tout, si tu veux, quoi, c'est Jared Jack, quoi. Ouais, mais à partir du moment où il joue moins que les deux autres, c'est le troisième arrière. Et comme t'as que deux je te dis pas le contraire. Je t'ai juste dit que c'est lui qui assurait le playmaking. Vous êtes en train de lire les définitions Wikipédia en même temps, quoi, les gars. Non, bon, sérieusement, Jared Jack, moi je suis complètement d'accord avec ça. Jared Jack, en termes de sixième homme pur et dur, je pense que Jared Jack mérite ce titre plus que tout le monde. Ouais, il y a quand même d'autres candidats, hein. Moi, le Vince Carter qui retrouve un peu de jeunesse et d'explosivité là, en sortie du banc de Dallas, qui est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais oh, il y en a bien qui on pense à Earl Clark, hein. Moi je les laisse en penser ce qu'ils veulent, hein. Ouais, on a Earl Clark, on a les gars Kevin Martin qu'on n'a pas cité. Non, mais c'est une blague, hein, ça. Non, mais Kevin Martin qui a pris le rôle de James Harden. Non.
Kevin Martin n'a pas pris le rôle de James Harden. Soyons clairs, Kevin Martin met des points, c'est tout. Voilà. Eh ben, Kevin Martin mérite d'être cité, je pense, au même titre que d'autres. Mérite d'être cité, oui, mais pas au même de le titre, pas remporter. au même titre que d'autres comme Jared Jack, etc. Mais mérite d'être cité quand même parce que on lui a demandé une tâche quand même assez ardue et il l'a remplie à la perfection. Est-ce qu'on cite Corey Brewer aussi, qui joue Eh que oui. 24 minutes et qui Alors, met ça, 12 c'est points vrai. par match. Ça, c'est vrai que c'est un très très bon homme de banc. Dans cette mentalité Denver, défense, contre-attaque, jouer physique. Mais comme tu dis, peut-être qu'il joue pas assez comparé à J.R. Smith ou à Jared Jack. Ou... Ah ouais, mais justement, Corey Brewer, moi je suis assez d'accord. On pourrait aussi citer Ray Allen. Non, il a quand même été assez inconstant par rapport aux autres. Ouais, mais Ray Allen c'est quand même très très bien intégré dans cet effectif de Miami quand même. Oui, mais dans les faits, il y a des matchs où il est passé à côté, quoi. Effectivement, il est passé à côté, mais en même temps, il a un rôle de shooter, donc forcément, quand tu Mais fais je te dis pas l'inverse, mais il est passé à côté. Bon d'accord, de toute façon on peut jamais discuter, alors c'est pas la peine. Bon allez, donc allez, on va dire cette année, franchement, celui qui mérite le plus, pour moi, ça serait Jared Jack. Banco. Ouais, Avec moi, peut-être Corey Brewer juste derrière. Ok, moi, je reste sur J.R. Smith. J.R. Smith. Bon, Ouais. très bien. On passe tout de suite au MVP. Les gars, Mais on s'en fout un peu, non? Le MVP, ouais, bon, ça va pas être très très original, mais allez, on a 3-4 noms, on va dire LeBron James en premier, bon, Aïe, aïe, aïe. J'attends les autres noms après LeBron James. Vas-y. Kevin Durant, Ouais. Tony Parker, Tony Parker, ouais. Carmelo Anthony, c'est celui-là que t'attendais? Non, alors, on va être clair, Tony Parker méritait le MVP Avant dans la le blessure. sens, ouais, voilà, avant la blessure et dans le sens où la NBA aime bien changer un peu d'air. Maintenant, je sais pas ce que Nico ou même Antoine, apparemment, toi t'es plutôt favorable, mais Nico, est-ce que Carmelo Anthony qui s'est troué en milieu de saison ou Kevin Durant qui force un peu trop et qui, enfin, je sais pas, est-ce que ça mérite le MVP alors que t'as un LeBron James qui marche Déjà, Ah, si tu veux poser les questions, tu prends ma place. Tu le dis, hein. Bah, j'ai quand même répondre si tu me permets, Antoine, à ta Ouais, vas-y. grande solitude. Vas-y. On est je crois que tout le monde est complètement d'accord sur le fait que LeBron James est de loin le meilleur joueur de cette saison. Mais je pense, comme on en avait parlé il y a quelques temps, je pense pas qu'il va avoir le titre de MVP parce que ça va faire un petit paquet en série, je pense. Et que, comme on dit, la NBA aime bien changer pour justement calculer en matière de base de fans aussi, élargir la base, pas toujours avoir des trucs répétitifs, tout ça. Donc, pour moi, ça sera pas LeBron James. Non pas parce qu'il mérite pas, parce qu'il mérite absolument, mais simplement parce qu'on aime bien changer. Alors, qui tu Et du mettrais? coup, je l'écarte d'office, hein. Alors, il m'en voudra pas. Moi, Carmelo Anthony, je suis un peu, je trouve qu'il est jeté en dessous quand même de la barre des MVP. Je vois plus devant. Alors bon, Tony Parker, oui, mais je sais pas. À San Antonio, on a du mal à donner les titres de MVP à San Antonio, je sais pas pourquoi. Et là aussi, comme on l'a beaucoup vu, puis après avec sa blessure, on l'a beaucoup moins vu, qu'il a un peu du mal à revenir. C'est compliqué de lui donner. Après, il reste Kevin Durant. Moi, je mettrais Chris Paul quand même. Même plus si que Kevin Durant, Chris Paul. Moi, je mettrais, oui, plus Kevin Durant que Chris Paul, hein. Chris Paul, on Ah peut... non, moi, plus Chris Ah Paul. bah non. Chris Paul, il a pas fait la saison de rêve. Il a fait une excellente saison, mais pour moi, Tony Parker a été quand même vachement un cran au-dessus quand même. Bah, c'est-à-dire quand tu prends la définition même most valuable player, valuable qui apporte le plus à son équipe. Ah bah alors dans justement, dans ce sens, Chris Paul est beaucoup plus précieux aux Clippers que Kevin Durant ne l'est. non, que Tony Parker ou Kevin Durant, tu voulais plus. Ouais, voilà, par exemple. Mais comme tu dis, après, il a été un peu short niveau statistique et même si c'est pas ce qu'il faut regarder, c'est souvent ce que les gens regardent. Non, mais alors après, Chris Paul, c'est si tu l'enlèves des Clippers, bah les Clippers, ça devient Phoenix, hein. Je pense qu'on est à peu près d'accord. Et Peut-être du pas coup, Phoenix, c'est vrai mais ouais. ouais, enfin voilà. Donc c'est vrai que Chris Paul, je le vois, il mérite. Après, le problème, c'est que finalement, les Clippers ont pas été aussi éclaboussants que San Antonio, Oklahoma City ou Miami. Bon, Miami, on les écarte. C'est pour ça que Kevin Durant, on peut pas l'écarter. On est d'accord qu'il y a des trucs un peu pénibles qui pourraient être tellement meilleurs que ce qu'il est, mais malgré tout, il est dans la meilleure franchise de l'Ouest actuellement. On verra à la fin d'année. Il a une des statistiques proprement hallucinantes, hein, avec des pourcentages assez impressionnants pour quelqu'un qui fait surtout des shoots, qui shoot beaucoup. Donc tu peux pas l'écarter comme ça. Et puis je pense qu'à défaut de LeBron James, ce sera lui qui l'aura. Alors tu vois, pour le coup, je suis d'accord que on l'a déjà dit, ils ont déjà fait ça avec Michael Jordan, donner le MVP à un autre. Ils l'ont déjà fait avec LeBron James en 2011 avec Derrick Rose, où il mérite clairement Derrick Rose. Mais il y a aussi donc ce fait de
de vouloir changer et que Derrick Rose marche sur l'eau, même s'il était pas vraiment au niveau, à mon sens, hein, de LeBron James, il marchait sur l'eau. Alors que Kevin Durant, il marche pas sur l'eau cette année. Il est pas à son maximum. Je te laisse, vas-y Antoine. On peut rappeler le système de vote des MVP s'il vous plaît, parce que après on va croire que c'est la NBA qui choisit son MVP, mais on rappelle. Ce sont des journalistes. Voilà, donc on rappelle quand même que la NBA c'est pas elle qui choisit et qui dit voilà, faut pas que ça reste LeBron James pour la marque de NBA, etc. C'est les journalistes qui choisissent un panel de 140 journalistes, je crois, qui choisissent les joueurs potentiellement MVP. Donc les gars. D'ailleurs, c'est marrant parce que tu sais, parfois il y a des journalistes locaux qui mettent un joueur de leur équipe. Oui, ça c'est. Et des années, on se retrouvait, je sais pas, avec Manu Ginobili premier ou des. Oui. C'est vrai. Et après, ce que je dis, le réflexe psychologique de vouloir changer, je pense qu'il sera présent chez tous les journalistes qui vont voter. Hein. Ils vont tous se dire bon bah LeBron James c'est bien, mais ça commence à. C'est pas marrant. Qui peuvent-ils privilégier à part LeBron James? Faut se rendre à l'évidence quand même. À un moment donné, faut. C'est ça. Il est tellement au-dessus des autres. Je comprends ce que tu me dis que même s'il est au-dessus des autres, ça arrive qu'on change. Mais cette année, il est vraiment au-dessus. Voilà. Et dans le même temps, personne d'autre ne se surpasse quoi. Personne n'est en sur-régime, personne ne joue le basket de sa vie. On a pensé Carmelo Anthony au début, bon, il a fait 2 ou 3 semaines. Allez, un mois de novembre, je lui donne le mois de novembre. Mais après, il s'est écroulé. Kevin Durant, on a déjà parlé assez souvent, il est vraiment pas à son maximum. Russell Westbrook, on n'en parle même pas. Carmelo Anthony, pour revenir dessus, juste, on va quand même signaler ces matchs-là à 90 points en 2 jours. Ouais, 131 en 3 matchs. Même. Voilà, bon, ça on peut en parler quand même. On peut dire qu'effectivement, bon, là, est-ce que c'est pas Carmelo Anthony son problème? Est-ce que c'est pas le problème de statistiques qui pose un réel problème? Est-ce que c'est pas lui, on lui donnera pas parce que justement il fait que des statistiques pures en fait. Non, c'est pas. Les statistiques sont toujours partie prenante et puis mine de rien. Mettre 25-30 points par match, ça suffit à faire un MVP. Mais non, c'est plus sur son impact sur l'effectif, son sélection de tir aussi, qui des fois pêche un peu et qui fait plonger son équipe. C'est vraiment un score un peu unidimensionnel et pas le genre de joueur qui porte une équipe comme le font LeBron James et même Kevin Durant, quoi qu'on dise. Bon, ok, bon, pour finir, vous l'attribueriez à qui ce trophée? Moi, je l'attribue à personne, mais je pense que c'est Durant qui va l'avoir. Si tu es journaliste et on te demande de voter, tu le mets à qui? Ah, mais moi, j'ai Tony Parker parce que je suis français. Très bien, merci. Monsieur. Merci de ton objectivité. Guillaume, tu le donnes à qui, toi? Non, moi je mets LeBron James parce que vraiment, il y a pas de débat et je mets peut-être Chris Paul numéro 2 et Kevin Durant en 3. Ok, bon, moi, objectivement, je mets LeBron James. Hein. On est obligé de se rendre à l'évidence. Bon, bah très bien. On va clôturer là-dessus sur tous les awards. Je sais pas si les awards aujourd'hui sont plus clairs dans votre tête après cette émission. Pour nous, Qui n'était pas clair d'ailleurs. Pour nous, je suis pas sûr. Mais bon. Alors, on n'a pas parlé du rookie de l'année. Le rookie de l'année. Excusez-moi, j'allais l'oublier. Le rookie de l'année. Bon, on en parle rapidement parce que là, les gars, on va être court sur le temps. Le rookie de l'année, bah de toute façon, ça tombe bien parce que c'est ce qui va y avoir de plus rapide. En 2 mots. Damian Lillard, à vous les gars. Ouais, bah c'est ça, il n'y a pas d'autres concurrents. On attendait Anthony Davis, mais il a commencé vraiment à bien jouer dernièrement. C'est pas suffisant. Et puis Lillard, il y a tout cet emballement médiatique qui est justifié d'ailleurs. Je pense qu'il n'y a pas photo. Voilà. Nico. Oui, ce sera lui le MVP, rookie MVP. Après, je pense pas que c'est lui qui aura au final la meilleure carrière. Hein. Je pense vraiment que, alors où il maintiendra son niveau de jeu et tant mieux pour lui, mais il y aura les Anthony Davis, les mêmes Bradley Beal, tout ça qui feront mieux, je pense. Mais après, je crée un peu l'effet inverse pour Lillard, justement, au contraire un peu à la Tyreke Evans, de plonger après. Ça, c'est mon petit pari méchant. Effectivement, ça peut être un risque. Maintenant, on peut appeler ça une Tyreke Evans. Ça peut être un risque de finir. Tyreke Evans, il y a quand même le contexte des Kings, mais on n'a pas le temps. Non, c'est vrai. Bon, bah, de toute façon, pour finir, la question du jour, c'était de savoir qui ça allait être. Et effectivement, là, on peut dire sans se tromper que ça sera Damian Lillard de toute façon. Ouais. Avec une petite mention pour Anthony Davis qui revient quand même assez fort en cette fin de saison. Ouais, petite alors. Voilà, vraiment petite mention. Bon, allez, c'est parti. Tout de suite, on va passer au quiz. C'est parti, jingle, le quiz tout de suite. Rose crosses over the fadeaway. C'est parti le retour. Donc pour la dernière partie, le quiz. Du coup, on a été un peu juste et on a complètement oublié de faire la All NBA First Team. Alors justement, ce qui va être bien, c'est qu'on va vous demander à vous, auditeurs, de la faire en commentaire. Donc sur cet article, donnez-nous votre All NBA First Team en commentaire et puis on débriefera ça un petit peu la semaine prochaine. Voilà, donc pour le quiz, on revient dessus. La semaine dernière, il y avait une casquette NBA à gagner.
Et donc félicitations à Simon Bouléry qui a gagné la casquette et donc qui va pouvoir se faire plaisir peut-être avec une casquette des Celtics, des Lakers ou que sais-je encore. Voilà, bravo à lui. Les gars, aujourd'hui le quiz, bah, c'est parti. Vous savez ce qui a gagné, donc c'est un Maxi Robert, le petit Robert, hein, le Maxi petit Robert sur les années ABA. Voilà, ça vous fait plaisir? Ah bah carrément. Voilà, donc c'est J'adore, un peu d'histoire ne fait pas de mal quand même de temps en temps. Bon, pour gagner ça, déjà, je vais vous poser la première question. Attention, elle sera pour Guillaume. Je commence simple parce qu'à chaque fois il râle le gars, donc. C'est vrai que tu râles beaucoup, Nico. Non mais non, je parle de toi. Moi Oui, qu'a dessiné Hyman Shumpert sur sa tête et qui n'a pas plu à la NBA, qui lui a demandé aussitôt de changer de coiffure. C'est un logo Adidas parce qu'il y a un contrat avec Nike. Avec la ligue. Exactement, bravo Guillaume. Tu vois, elles sont pas trop dures les questions. Hein. Ça va. Bon, d'accord. Nico. Moi, je vais bien prendre la question de Guillaume, elle était pas mal. Bon, Nico. Quelle joueuse Mark Cuban a-t-il émis l'hypothèse de drafter? Alors, Britney Greener. Exactement, je pense bien joué. Bien joué, bien joué. Guillaume, qu'a déclaré... Oh bah non, je peux pas te dire ça, c'est trop facile pour toi. Je crois qu'il y a des sélections là, attention. Bah non, mais bon, sur attends. Indiana, c'est ça Non, je vais te la poser. Qu'a déclaré KG à propos de Jeff Green? Qui va devenir un des meilleurs joueurs de l'histoire. C'est pas exactement ça, mais je l'accepte, c'est un des meilleurs ailiers de tous les temps. Et d'ailleurs, quand on le traduit, ça veut dire, elle était quand même bonne celle-là. Oui, non, franchement, oui. Non, mais c'est vrai que bon, KG. Ah, mais c'est KG avec ses coéquipiers, il parle avec son cœur. Non, vraiment beaucoup avec son cœur. Un mec qui est prêt à se taper la tête contre le panier avant tous les matchs, tu sens qu'il exagère un peu parfois, tu vois. Effectivement. Il n'y a pas beaucoup de retenue. Nico, quel joueur a réalisé cette semaine la seconde pire performance de l'histoire au pourcentage au shoot? Ah, ça, c'est Jero Holiday, ça. Exactement, on rappelle la performance à 2 sur 24 au shoot. Bravo. Fait après le All-Star Game. Hein. Ah oui, ça c'est... Bravo, là il a tout mon respect, moi. Parce que à 2 sur 20, continuer à shooter, c'était très fort. Attends, même à 2 sur 10 ou 12, hein, tu sais. De toute façon, c'était ça ou la file à Nick Young. Hein. Donc, Ah oui, à un moment donné... On peut comprendre le gars, on peut comprendre. Bon alors, Guillaume, quel parquet insolite l'équipe universitaire de FIU à Miami va-t-elle installer? C'est un parquet avec des dessins bizarres dessus, non? Sur une plage. Ah oui, alors exact, bravo, bien joué, c'était une plage. Bien joué. Alors là, je croyais que t'allais pas me le sortir, mais forcé de constater que tu es vraiment trop fort. Exactement. Donc on rappelle, l'université de FIU en Floride, donc à Miami, va installer un parquet. Alors avec un beau tigre au milieu et une plage tout autour avec le sable fin et les petites vagues derrière. Ça vaut le coup d'œil. Hein. Allez sur Basket Info, ça vaut le coup d'œil. C'est magnifique. Alors Nico, que s'est fait voler Chris Bosh cette semaine? De l'argent, a priori. Non, je ne peux pas accepter cette réponse. C'est désolé, Nico. Sa défense. Il s'est fait voler sa défense. Mais non. Non, c'était des bijoux. 340 000 $ de bijoux. Et oui, je peux pas accepter ta réponse. Hein, je suis désolé, même si ça revient au même. Non, oui, non. C'est donc Guillaume qui remporte le Maxi Petit Robert des années ABA. Bravo, Guillaume. Yes. On est fiers de toi. Tiens, d'ailleurs, pour concrétiser ce lot, il va falloir que tu me dises de quel ancien Knicks Melo a-t-il égalé le record cette semaine? À tout hasard, je vais dire Bernard King. Hein, exactement, c'est bien, bravo. Il n'y en a qu'un autre scoreur. Hein. Bravo, très bien. Bon bah Guillaume, t'as gagné, on est très fiers de toi. En tout cas, nous on va se laisser là-dessus. Prochain concours pour vous les auditeurs, ça sera très bientôt. Et puis en attendant, on va vous souhaiter une très bonne semaine basket. Voilà, quoi d'autre? Je vais vous laisser le mot de la fin, les gars. Eh ben, allez Michigan hein, pour le titre NCAA demain. Ah oui, tiens, allez, un petit prono avant de partir là. Demain. Michigan, moi. Michigan. Voilà, je donne Louisville. Comme j'avais dit que c'est une équipe sans prospect NBA qui va gagner, bah je suis obligé de me tenir à ça et de dire Louisville. Hein. Très bien. Bon bah les gars, on verra ça demain. En tout cas, bonne semaine basket à vous tous et à bientôt. À plus. Ciao.